Bonjour Thierry. Bonjour Barbara. Aujourd'hui, nous accueillons Thierry Janssen pour, pour la présentation de son livre Inventer des rituels contemporains. Et c'est surtout la deuxième phrase qui est intéressante pour vivre dans un monde incertain. Alors surtout, je ne sais pas, mais en tout cas, la deuxième phrase est intéressante aussi. Et je t'ai demandé cette interview, Thierry, parce que en lisant ce bouquin, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont confuses, en tout cas chez moi et peut-être chez d'autres aussi. Et en tout cas, tout ce qui est rite, rituel, routine et habitude, eh bien, c'est des mots qu'on emploie beaucoup, qu'on emploie souvent. Mais malheureusement, je crois aussi à tort et à travers. Et j'ai été vraiment intéressée par ta façon déjà de définir ces notions et ces concepts, qui est une façon tout à fait intéressante et pertinente à mon goût. Et puis, j'ai aussi été intéressée par la façon dont tu voulais revisiter tout ça en partant de l'expérience que tu avais vécue au moment du confinement, quand tu avais lancé cet appel sur ta page Facebook, cet appel à méditation et en tout cas à recentrage sur soi. Donc voilà, c'est une petite introduction un peu longue pour te présenter, ce qui n'est en fait qu'un début. En réalité, aujourd'hui, tu es effectivement au service de la médecine intégrative puisque tu as fondé l'école de la posture juste. Alors, je voudrais bien aussi que tu nous expliques à un moment donné ce que tu entends par là. Ton parcours est intéressant parce que tu es chirurgien de formation, tu as aussi été à un moment donné psychothérapeute, donc tu as vraiment cette approche scientifique qui me plaît aussi énormément et qui enrichit finalement ta vision du monde aujourd'hui. Voilà, alors c'était une introduction un peu longue. Allez, je voudrais donc je voudrais en tout cas te donner la parole, Thierry, sur peut-être ces notions de rituel, routine, habitude. Quelle différence fais-tu, quelle distinction fais-tu entre tous ces mots, entre toutes ces notions? Et effectivement, je pense que c'est vraiment important d'établir une distinction entre tous ces mots parce que il y a une grande confusion. Et quand on lit ce qui est écrit à propos des rites et des rituels, moi je suis parfois un peu perdu parce qu'on utilise le mot rite et le mot rituel parfois de façon indéfinie, hein. Alors, euh, je ne dis pas que mon explication est totalement aboutie ou recouvre toutes les nuances du sujet, mais en tout cas, moi, elle me paraît pertinente dans le sens où on peut dire que les rites sont des élans qui naissent dans nos vies personnelles et dans nos vies collectives en réponse à des besoins. Mhm. Et les rituels vont être la manière de manifester dans l'acte, dans le geste, dans la matière, cet élan qui veut répondre à un besoin. On peut prendre un petit exemple très simple, c'est que je prends tout le temps, mais je pense qu'il parle bien, c'est l'exemple des baptêmes. Que ce soit le baptême religieux ou le baptême dans une institution, dans une faculté, dans une université, le baptême répond en tant que rite à un besoin qui est d'intégrer une nouvelle personne dans la communauté. Mais il répond aussi au besoin de repréciser les valeurs de la communauté. Et il répond aussi au besoin, pour celui qui se soumet au rite, de montrer son engagement vis-à-vis de cette communauté et de ses valeurs. Donc au moins déjà 3 besoins qui justifient l'élan de ce rite du baptême. Après, le rituel, il va varier d'une communauté à l'autre, d'une église à l'autre, ou d'une faculté ou d'une université à l'autre. Donc, on voit bien que ça, c'est la mise en pratique qui va peut-être pouvoir alors donner du sens et permettre l'accomplissement du besoin. Ça n'a rien à voir avec des routines ou des habitudes, parce que les habitudes, elles sont non conscientes. C'est-à-dire qu'on en a plein des habitudes. On est conditionné, on nous a appris à faire certaines choses, on les fait machinalement, sans trop réfléchir, et on ne sait même plus pourquoi on les fait. Alors que le rite et le rituel qui l'accompagne, lui, il demande de poser une intention, de poser une action avec une intention et de vivre en conscience. C'est tout à fait différent. Oui, c'est ce que tu expliquais, je crois, dans une interview sur le fait de faire son lit. On peut faire son lit le matin comme une routine vite fait, mal fait, voire ne pas le faire du tout d'ailleurs. Ou alors, on peut le faire en y mettant de la conscience, et c'est le choix que tu as fait, je crois,
Parce que tu as envie le soir de te faire ce cadeau, de rentrer dans ta chambre avec un lit fait comme à l'hôtel. Oui, pour moi, c'est un vrai rituel de faire mon lit tous les matins et ce n'est pas pesant du tout. Même si je suis pressé, je le fais et je le fais pas par habitude ou par conditionnement, même si on m'a appris à le faire quand j'étais enfant. Mais c'est un choix et je sais très bien à quoi il correspond. Il correspond à un rite de prendre soin de moi, de me faire un cadeau. Et le cadeau, c'est de trouver mon lit bien fait, comme dans une chambre d'hôtel, chaque fois que je rentre le soir pour aller dormir. Et donc, c'est à la fois un rite de prendre soin de moi et un rituel qui passe par faire son lit. Et alors, ce qui est intéressant aussi, dans ton livre, tu dis que les rituels, en fait, c'est une nécessité biologique. C'est-à-dire que c'est pas juste une invention pour faire plaisir et passer le temps éventuellement, mais qu'il y a un vrai besoin au niveau de notre cerveau, au niveau de notre cortex singulaire, c'est ça? Oui, singulière antérieure, oui. En Okay. fait, moi, ça me réjouit toujours, parce que j'ai quand même pratiqué la chirurgie pendant 15 ans, et puis euh, je reste avec cette formation scientifique, ou en tout cas basée sur le biologique. Et du coup, quand je vois qu'un comportement est justifié par des nécessités biologiques, ça me réjouit toujours d'avoir cette compréhension. Et effectivement, dans le cas des rites et des rituels, on a une petite zone dans le cerveau qui s'appelle le cortex singulaire antérieur. Et cette zone est comme un détecteur de sens. Ça veut dire que s'il n'y a pas de sens, s'il n'y a pas de signification à ce que nous vivons ou de direction pour ce que nous voudrions encore vivre, parce que le sens, c'est à la fois de la signification et de la direction, eh bien, s'il n'y a pas ça, le cortex singulaire antérieur s'alarme et génère de l'angoisse, génère de la peur. Et donc, on ne pourrait plus agir, on ne pourrait plus penser, on ne pourrait plus programmer, on serait épuisé au niveau de notre système immunitaire s'il n'y avait pas possibilité de redonner du sens. Le besoin de sens est absolument fondamental pour l'être humain. Il est essentiel. Et ritualiser permet de créer des repères, de donner de la signification à ce que nous vivons et même de se donner le sentiment, l'impression qu'on peut interagir avec la réalité et donc décider aussi de la direction que nous voulons donner à notre existence. Et finalement, contrôler, même si c'est quand même que marginalement, un petit peu le cours de nos vies. Ben oui, on se donne l'impression de pouvoir contrôler. Alors ça peut aller jusqu'à des mécanismes qui peuvent être pathologiques. Par exemple, les troubles obsessionnels compulsifs sont comme des rituels, sauf qu'ils ne sont pas vécus en conscience et on les subit plutôt. Donc ça devient une forme de pathologie qui peut envahir toute la vie d'un individu, mais elle est là pour lui donner l'impression de pouvoir contrôler les choses. Rien qu'en déplaçant l'objet, très précisément, il a l'impression qu'il peut avoir une action sur son environnement et ça calme son angoisse. Mais ce sont des troubles qui sont justement dus à des angoisses très, très profondes. Pareil, chez les personnes qui ont de l'autisme ou qu'une pathologie dans le spectre de l'autisme, comme le syndrome d'Asperger, eh bien, les routines où il ne faut pas changer un détail de ce qui se passe, parce que sans ça, la personne est paniquée et peut rentrer vraiment en très grande colère. Moi, j'ai des amis, ils ont un fils, il a un syndrome d'Asperger, mais si on change la marque du dentifrice, il pique des colères énormes parce que ça le déstabilise énormément. Et là, on est de nouveau dans le pathologique puisque ce n'est pas vécu en conscience, par choix, on subit plutôt le mécanisme de réassurement de ce cortex singulaire et de l'activité de notre cerveau. Alors on voit aussi que cette quête de sens, elle est bonne pour nous en tant qu'individus, puisqu'effectivement elle nous calme, elle nous apaise, elle nous montre la direction et du coup bah, on a un semblant de contrôle, en tout cas une espèce de normalité, de prédictibilité. Mais il y a aussi un effet sur le groupe, tu parles beaucoup de la cohésion du groupe. Oui, oui, parce que en fait, quand j'ai commencé à vraiment enquêter sur les rituels, parce qu'au départ, moi, je pensais pas écrire sur ce sujet, même si je ritualise beaucoup, je m'en rends compte, et qu'à l'école de la posture juste, on ritualise d'une certaine manière aussi. Mais lorsqu'on m'a suggéré de m'intéresser au sujet, parce que comme j'avais fait une méditation sur Facebook pendant le premier confinement tous les soirs, certains y ont vu un rituel contemporain, et effectivement, c'était le cas, je m'en étais pas rendu compte. Mais quand je me suis un peu documenté sur le sujet, je me suis bien j'ai été très intéressé par les études faites par les psychologues qui essaient de voir
pourquoi nos comportements sont apparus au cours de notre histoire, de notre évolution. Et on voit que les grands rituels sont apparus au néolithique, au moment où les êtres humains se sont rassemblés en grandes communautés. Parce que auparavant, au paléolithique, on vivait en petits groupes de chasseurs-cueilleurs et il n'était pas trop difficile de détecter si le voisin allait partir à la chasse avec nous ou s'il allait adhérer aux mêmes valeurs ou aux mêmes projets. Par contre, quand on a commencé à vivre en plus grand nombre, eh bien, on a été confronté à beaucoup d'êtres humains et comment s'assurer que tout le monde allait partager les mêmes valeurs, les mêmes projets, les mêmes façons de réagir. Eh bien, les rituels ont servi intuitivement à ça, parce que quand on ritualise avec un autre, notamment, il y a les neurones miroirs dans notre cerveau qui peuvent, à travers le geste ou les mots que prononce l'autre, se les approprier, en faire son propre apprentissage, et ça crée un sentiment de cohésion entre les individus. Et donc, les dictateurs savent très bien ça. Ils font ritualiser les peuples, mais effectivement, ça crée une cohésion dans les peuples, quitte à les emmener à la guerre. Après, il n'y a pas que les dictateurs qui proposent de ritualiser, et fort heureusement. Je dirais même qu'aujourd'hui, nos gouvernements auraient sans doute intérêt à nous faire ritualiser autour de grandes causes, autour de grands besoins. Par exemple, l'environnement. Qui pourrait inventer des rituels où on part le week-end tous ensemble nettoyer les plages? Ça paraît idiot, mais si c'était vécu comme du temps où on construisait une cathédrale pour le salut d'un peuple ou une pyramide chez les anciens Égyptiens, si on pouvait de nouveau identifier les besoins de nos communautés et ritualiser ensemble autour, ça créerait de la cohésion, du sens et de l'efficacité. Et c'est ce qui est en train de se perdre parce qu'au départ, si j'ai bien compris ce que tu écris aussi dans ton livre, les premiers rites et les premiers rituels venaient surtout de la partie un peu religieuse, du domaine religieux. Et en fait, ils ont relié. Au néolithique, quand les grandes cités se sont construites au bord du Nil, du Tigre, de l'Euphrate, de l'Indus, eh bien, les gens ont commencé à ritualiser ensemble. On a vu, ça crée une cohésion, ça relie, religare et en latin, c'est la religion. Et en fait, autour d'une vision commune du monde, autour de croyances par rapport à ce qu'est le monde, un monde éventuellement invisible et qui est comment dire, juste derrière la réalité visible. Et donc, oui, ça a créé les religions. Et effectivement, je dis effectivement, il me semble qu'on a eu tort de jeter les religions à la poubelle sans en garder les enseignements et aussi la spiritualité, c'est-à-dire la compréhension de la vie, de la conscience de l'être humain, de l'esprit, mais l'esprit avec le grand E, la conscience, pas l'esprit, le mind, le mental. Et donc, voilà, on a acheté tout ça, on a déspiritualisé le monde, et il faut pas s'étonner que le monde aille vraiment pas bien, et que nos communautés, nos communautés humaines soient un peu désespérées, un peu perdues, et qu'elles n'ont plus de projet commun, si ce n'est que de dépenser, de produire et de consommer. Et c'est très triste. C'est très triste parce que on ne répond plus à nos besoins profonds en tant que communauté. Alors, il y a intuitivement des fêtes de la musique, il y a intuitivement des rendez-vous, même la Noël, qui est devenu un rituel un peu commercial, mais c'est quand même encore des endroits où on peut se rassembler, on peut se réjouir d'être ensemble. Et c'est tellement important, parce que si on n'a pas ça, il n'y a plus de sens et c'est le chaos. Et s'il y a le chaos, eh ben c'est toujours destructeur. Et c'est ce que tu disais, c'est que les rituels, parce qu'ils étaient adossés à la fonction religieuse, ont été jetés, en gros, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. On n'a pas retenu les bons éléments de tout ça, donc la spiritualité dont tu parlais, et du coup, on nous a remplacé tout ça par acheter et le plaisir, quoi. Oui, qui est une autre religion quelque part. On relie les gens autour de grandes messes dans les supermarchés, dans les grandes surfaces, le samedi après-midi. Les gens ont travaillé toute la journée, toute la semaine dure. Ils ont pris le métro tôt le matin, ils ont tapé leurs enfants à la crèche. Ils n'ont pas respecté leurs besoins ni les besoins de leur entourage. Mais en même temps, ils ont la chance d'aller à la grande messe de la consommation le samedi après-midi dans les supermarchés et les centres commerciaux. Et c'est une religion. Le Dieu, c'est l'argent et le profit. Et voilà, c'est comme ça. Mais c'est triste. C'est triste parce que pendant ce temps-là, on ne répond plus aux besoins essentiels des individus, des collectivités et de la planète sur laquelle nous vivons.
Alors, qu'est-ce que tu proposes pour renouer ce lien, toi? Ben, moi, j'ai fait une petite enquête quand j'ai écrit le bouquin et j'ai interrogé environ 250 personnes et j'ai vu que il y a plein de bon sens chez l'être humain malgré le délire collectif. Et donc, j'ai vu qu'il y avait des grands besoins que beaucoup de gens ont réidentifiés, le besoin de vivre sereinement avec les autres, le besoin de prendre soin de soi, le besoin de prendre soin de son environnement, des grands thèmes comme ça qui définissent des grands rites. Hein. Et du coup, j'ai vu l'inventivité des gens pour créer leur rituel. Je pense à ce chef d'entreprise qui en a marre de l'ambiance dans son entreprise. Les gens se disputent, c'est tendu, ils n'ont pas de plaisir à venir travailler. Eh bien, ils ont réinstauré un rituel tous les matins. On se met en cercle, on se promet qu'on va se parler vrai, qu'on va arrêter de s'accuser, qu'on va parler de ses besoins, enfin de la communication non violente. Mais le fait de le ritualiser tous les matins, ça repose une intention, ça reprécise un projet commun et ça change tout à fait la dynamique de ce qui est vécu dans cette entreprise. Après, il y a plein comme ça d'exemples en famille, pour soi aussi. Je pense à une personne qui ritualise en parlant à son père décédé parce que ce père était un travailleur acharné et en fait, le fils, bah, il s'était jamais permis de prendre un peu de temps pour lui puisqu'il voulait singer le père. Et puis là, il a un petit rituel. Tous les samedis, il se permet d'aller faire du sport, de faire des choses qui lui font du bien. Et avant d'y aller, il parle à la photo de son père. C'est son rituel. Mais donc, son intention est claire. Il sait pourquoi il le fait. Il sait aussi ce qu'il est en train de dépasser comme interdit familial. Donc, tout ça a beaucoup de sens et beaucoup de pertinence. Alors, qu'est-ce que moi, je peux recommander? Ben, c'est de revenir à soi. De revenir à soi, d'apaiser le mental avec toutes ces croyances et ces présupposés, ces a priori, ces oui mais, oui, c'est fou ce que le mental peut bavarder de façon conditionnée. Et pour ça, la méditation est probablement la meilleure voie. C'est pour ça que pendant le premier confinement, ce rituel que j'avais proposé à fédérer tant de monde. On était parfois 10 000 certains soirs parce que on sentait bien que revenir à soi, apaiser le mental, ça laissait la conscience s'éveiller en nous. Parce que quand le mental se calme, la conscience voit, la conscience constate. Elle ne pense pas, elle constate. Et elle constate qu'on a des besoins. Et alors, on peut identifier clairement ces besoins et inventer nos rites. Et puis après, se dire, mais qu'est-ce que j'ai à disposition pour ritualiser autour de ce rite? Qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour répondre à ce besoin? Oui, c'est ça, c'est ce que tu dis que dans ton livre, j'ai lu quelque part, parce que ce qui est vachement bien fait, je fais une parenthèse, pour ceux qui nous et celles qui nous regarderont, c'est qu'il y a beaucoup de citations que tu as mises en exergue. Donc c'est le texte qui est dans le bouquin, mais il est mis en exergue, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver, de se dire ah oui, j'avais vu un truc vachement sympa et tout. Donc là-dedans, justement, tu dis que si on ne trouve pas les rituels qui nous plaisent, si on est frustré parce que du début à la fin, c'est-à-dire de la naissance à la mort, ben on n'a plus ces grandes étapes, ces rites de passage dont tu parles, eh bien on n'a qu'à se les inventer, on n'a qu'à finalement se les approprier, les trouver ce qui est juste pour nous. Et c'est vrai que dans le patrimoine de l'humanité, il y a beaucoup de rituels. Et on peut tout à fait y adhérer, mais encore faut-il savoir pourquoi on y adhère. Si c'est juste machinal, ça devient une forme d'habitude, de conformisme, alors que si, moi par exemple, j'ai grandi dans une famille chrétienne, aujourd'hui je n'adhère à aucune religion, je pense que j'ai une spiritualité, mais je n'ai pas de religion particulière, mais en revanche, je suis parfois invité à participer à des cérémonies, que ce soit des mariages, des baptêmes ou des enterrements. Et quand il s'agit de communier, eh bien, moi, je ne me lève pas pour aller communier parce que j'estime que c'est un rituel qui appartient à ceux qui font vraiment partie d'une communauté à laquelle ils se sentent pleinement appartenir. Mais en même temps, je vois aussi que j'ai l'élan d'être membre de la communauté des humains qui sont là, pas forcément des chrétiens, mais des humains. C'est plus que les chrétiens et c'est tous les humains. Et donc, eh bien, je communie à ma façon pendant le temps de la communion et je reste à ma place, mais je fais tout un petit cérémonial intérieur. Je m'approprie ce rituel de la communion, mais à ma façon. Et je crois que c'est ce que nous devrions faire
pour ne pas nous sentir enfermés dans des dogmes ou des pratiques religieuses, mais en même temps se rendre compte qu'on peut redonner du sens à travers ce que ces pratiques ont essayé de faire en proposant des rituels. C'est ça. Et pour ça, donc, il y a la prise de conscience, le fait de faire les choses en conscience. Et tu parles aussi d'autre chose, c'est que la spiritualité, pour toi, elle s'incarne. Tu parles beaucoup du corps. C'est-à-dire que je suis assez, oui, un peu énervé parfois, mais en tout cas souvent interpellé de voir beaucoup de gens parler de spiritualité et finalement en faire une démarche intellectuelle. Alors que je pense que la spiritualité n'a de sens que si elle débouche sur des actes, oui, des choses manifestées, hein. Et donc, qu'est-ce que la spiritualité? Ben, c'est l'éveil de l'esprit, l'éveil de la conscience, hein, parce qu'en français, souvent, l'esprit, c'est le mental, hein, on confond souvent. Non, la conscience, l'esprit avec un grand E, et puis l'éveil de l'esprit qui nous permet de voir, d'être éveillé sur la réalité, d'accueillir cette réalité, de l'accueillir dans notre cœur, de l'aimer pour ce qu'elle est, et d'en faire quelque chose. Donc, il y a un passage à l'action. Il faut pouvoir faire quelque chose avec ce qui est là, et si possible au service de cette vie, de cette conscience. Hein. Et alors, on va tout doucement clôturer cette interview parce que j'aurais encore beaucoup d'autres questions à te poser. Mais il y a quand même une phrase que j'ai envie de réexplorer avec toi, c'est inventer, c'est se souvenir. Oui, oui, c'est une phrase qui, pour certains, peut paraître étrange. Pour moi, elle me paraît évidente, mais je pense que, enfin, c'est pas que je pense, j'ai vu, je sens ça, je le vois, je peux l'analyser aussi intellectuellement, mais c'est plus que ça. C'est vraiment quand on est relié au monde, on voit ça. Tout est là, tout est déjà là. Et ce que l'humain dit avoir inventé, ce n'est que de pâles copies finalement de ce qui est déjà en place, ce que la nature, ce que la vie a manifesté. Et après, nous l'approprions, nous en faisons de la technologie, nous en faisons des machines, mais on n'invente rien. En fait, on ne fait que réinterpréter les grands fondements de la vie, les grandes lois de la vie, les grands principes. Et quand on a compris ça, d'abord c'est acte d'humilité, hein, et ensuite c'est plein d'espoir parce que il suffit de non pas chercher, vouloir imaginer, se torturer la cervelle. Non, il faut revenir vers soi, écouter au fond de soi. Et d'ailleurs, les plus grands génies, les gens qui ont vraiment fait faire des sauts à notre civilisation, à notre humanité, je pense à Einstein, ils vous diront, ils ont dit que c'est pas en réfléchissant qu'ils ont eu ces éclairs ces illuminations. C'est vraiment en écoutant, en allant dans un espace intérieur où tout d'un coup quelque chose émerge. Et voilà, oui, inventer, c'est se souvenir, c'est être à l'écoute. C'est ça, laisser émerger les choses. Hein. Tu parles aussi d'émerger les rituels, laisser émerger les rituels en fonction. Donc c'est aussi arrêter de suivre des dictates, des il faut, des modes, mais s'écouter soi-même. Puisque... Oui. C'est donc aller dans la vie de la conscience et pas la vie du mental. Et en fait, quand je pratiquais la psychothérapie, j'étais souvent aussi très interpellé par des personnes qui étaient bloquées dans leur vie et je leur proposais, je leur donnais une baguette magique. Et vraiment un objet, une baguette magique achetée dans un magasin de farce et attrape et autres. Et alors, je leur donnais, je disais maintenant, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez avec cette baguette. Qu'est-ce que vous aimeriez voir se manifester? Eh bien, la plupart des gens ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils sont bloqués. Et ils sont bloqués dans des a priori, dans des croyances, dans des peurs qui leur font dire non, c'est pas possible. Ils se bloquent, ils s'inhibent eux-mêmes. Et en fait, si on fait tout ce travail de retour à soi, dans l'apaisement, dans ce mental alors qu'il ne prend plus le pouvoir, la conscience nous montre, la vie connaît le chemin. Hein, et alors on est inventif, on se souvient de ce dont on a vraiment besoin. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup pour ce magnifique entretien. Juste avant qu'on conclue, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire, une phrase, un conseil, une idée, une pensée? Moi, je dis ce que j'ai dit pendant le confinement, pendant 45 soirs d'affilée.
ouvrons le cœur. Mais ça ne veut pas simplement dire avoir de bonnes pensées, c'est libérer la poitrine, se détendre profondément, respirer, apaiser ce mental pour laisser la conscience nous éclairer. Merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Elles étaient nombreuses, mais c'était un entretien passionnant. Je te remercie Thierry et je te dis... Merci et bel été. Un bel été et de grosses bises d'Alsace vers Bruxelles, hein, où tu es. On a enfin le beau temps, donc on est content, on peut frimer un peu. Bien que j'entends quand même beaucoup de gens se plaindre de la chaleur. Oui, voilà, c'est ça. On n'est jamais content avec ce qu'on a. En tout cas, bel été à toi et merci pour cette interview. Au revoir Thierry.